Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du retour à l'emploi après un cancer. Pour replacer un petit peu le contexte, il faut savoir qu'en France, une personne sur 3 perd ou quitte son emploi dans les 2 ans après un diagnostic de cancer et 11% des personnes en activité se sont senties pénalisées professionnellement à cause de leur cancer. Ces anciens malades doivent souvent entrer dans un nouveau combat, à savoir celui de retrouver leur place dans la vie active. Et même si plusieurs dispositifs contribuent à les accompagner sur le chemin de leur retour vers l'emploi, des freins subsistent. Effectivement, ces personnes sont souvent confrontées à l'angoisse de la reprise du travail et elles ont peur du regard de leurs collègues et elles doutent de leur capacité à retrouver leurs anciens réflexes professionnels. De leur côté, les entreprises aussi sont en difficulté, elles ont finalement peu de connaissances sur les moyens d'aider leurs salariés à revenir à l'emploi. Et c'est souvent au salarié lui-même d'organiser son retour à l'activité afin d'éviter un effet qu'on pourrait appeler de double peine, à savoir qu'il a déjà la difficulté d'avoir été malade et en plus celle de devoir se battre pour réintégrer ses fonctions. Pour parler de ce sujet, j'ai autour de moi une belle tablée de femmes qui sont concernées par le sujet, qui sont actrices sur ces thématiques et qui vont pouvoir nous aider à éclairer cette question. Bonjour, je suis Elsa Crampon, je travaille à la délégation régionale des Hauts-de-France de l'AGEFIP en qualité de chargée d'études et de développement. L'AGEFIP, c'est l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. En synthèse, nous œuvrons pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Super, très clair. Merci beaucoup. À vous, Kaina. Alors moi, je suis Kaina Thierry, je suis directrice de l'AXO, c'est l'association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise. Nous sommes l'association porteuse de l'activité de l'espace ressources cancer que je laisserai Cécile présenter. Et l'association œuvre au sud de l'Oise pour accompagner les patients dans leur projet de maintien à domicile. Donc que ce soit au niveau des soins techniques ou de l'aide à l'accompagnement à la vie quotidienne. Merci. À vous, Cécile. Alors moi, je suis Cécile Thomas, je suis coordinatrice de l'espace ressources cancer Sud-Oise et donc qui est une antenne de l'AXO et je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu les activités de l'espace ressources. Effectivement, merci beaucoup. Catherine. Oui, bonjour, Catherine Rémy, donc je suis chargée de mission formation transfert à l'ARACT Hauts-de-France, donc l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci. Et enfin, Céline. Donc Céline Flouquet, je suis patiente de l'ERC. Merci beaucoup. Justement, Céline, on va commencer avec vous. Je vais d'abord commencer par vous demander de parler un petit peu de ce qui vous est arrivé déjà, pour commencer. Donc moi, je suis une patiente encore en soins sur un cancer du sein, en fait. J'ai été diagnostiquée fin juin 2020, donc il y a un peu plus d'1 an. J'ai d'abord suivi une chimiothérapie néoadjuvante, donc avant les autres traitements, avant la chirurgie qui a eu lieu en décembre. Ensuite, 20 séances de radiothérapie sur février-mars. Et après, je suis repartie en chimio, puisque la chirurgie et ces traitements-là n'avaient pas suffi. En fait, les soins sont donc plus longs que prévu, puisque après la chirurgie, j'ai dû repartir sur une petite année de chimio, en fait, 1 an de chimio, puisque ça a recommencé en janvier. Et du coup, je me sens quand même plus atteinte que je ne pensais que je l'aurais été, et donc plus fatiguée, à la fois physiquement, moralement et émotionnellement aussi. En fait, je pense que c'est surtout de ce côté-là où mon énergie a été grappillée et a été gaspillée dans ce cancer, et que la remettre aujourd'hui sur un investissement au travail, ça me paraît compliqué. C'est pour ça, quand je me suis dit, je me suis dit, bon, soit je meurs socialement, c'est-à-dire que je survis au cancer, mais je ne travaille plus, et pour une femme comme moi qui n'est pas féministe, mais limite, ne pas travailler, c'est pas très concevable.
Et du coup, est-ce que je meurs socialement ou est-ce que je trouve les ressources pour rebondir et pour me faire accompagner, pour retravailler sur tous ces aspects. Justement, c'était ma prochaine question. Comment vous appréhendez le retour à l'emploi ? J'appréhende, c'est exactement le sujet. J'appréhende parce que j'ai des craintes, mais en même temps, je prends de l'avance. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, je sais qu'il va me falloir des ressources externes, que je ne vais pas pouvoir tout puiser chez moi parce que j'ai déjà beaucoup puisé dans mes ressources, même si tout le monde me dit, c'est ce qu'on vous dit quand vous avez un cancer, mais toi, tu es forte, tu vas t'en sortir. Moi, j'étais une femme qu'on pouvait peut-être appeler comme hyperactive. Je travaillais, je vivais à 200 à l'heure. J'ai un mari, j'ai des enfants qui sont grands, mais petits-enfants, petits soucis. Et j'ai une maison à tenir, et j'avais mon boulot à côté dans lequel j'étais surinvestie. Et aujourd'hui, je me sens incapable de mener tout ça de front. Et donc, j'ai ces craintes-là, mais je sais aussi, j'ai ces craintes de ne pas y arriver, de ne plus être aussi performante, parce que forcément, j'ai toujours le même caractère. Mais j'ai cette empreinte du cancer qui fait que il y a des choses qui sont atténuées, qui sont même qui me font peur maintenant et où je sais que mon corps et mon esprit vont plus réagir de la même façon. Et il y a des choses que je peux corriger avec certaines ressources, mais il y a des choses qui ne changeront plus. Je sais que je pourrai plus être comme avant, même si je suis la même personne, mais mon comportement va forcément être différent. C'est vraiment, vous en parliez dans notre réunion qu'on avait fait pour préparer cet échange aujourd'hui, c'est vraiment à deux vitesses entre ce que vous avez envie de récupérer comme aspect de votre vie d'avant et en même temps ce avec quoi vous venez aujourd'hui et ce qui doit nécessairement changer. En fait, les soins vous apprennent ça. Parce que quand vous êtes quelqu'un je parle de mon cas personnel, mais je pense qu'on peut malheureusement généraliser, c'est que on n'avance plus pareil. Et en fait, les soins vous ratatinent, vous amoindrissent, et votre tête veut faire des choses, votre tête a envie de ceci, mais même de vous lever le matin parfois. Votre tête veut le faire, elle se dit, je vais prendre une bonne douche et puis ça va aller mieux. Et puis non, parce que vous vous levez et puis vous avez plus de jambes, vous avez mal au cœur. Et alors, c'est un exemple très concret qui permet juste, si on le transpose à la vie active, vous dit que vous avez beau penser pouvoir le faire, eh bien vous pouvez pas le faire. Vous voulez pas forcément le réaliser. Au bout d'un moment, vous le réalisez. Moi, j'ai mis 6 mois à réaliser que j'étais malade. J'ai bien accepté le cancer, aussi bien qu'on puisse l'accepter. Enfin, c'est-à-dire, c'est le coup de massue, mais il y a des traitements, les médecins sont rassurants. Moi, c'est un cancer qui se guérit à 90%, donc tout va. Et je suis pas j'étais quelqu'un qui a pas d'autres comorbidités, comme on dit, donc tout devrait aller bien. Donc, c'est rassurant sur ce point de vue-là, mais n'empêche que les traitements vous attaquent tellement que vous dites mais c'est comment je vais m'en sortir. Il y a des fois vous vous dites mais je sais qu'après la deuxième chimio, moi je me suis dit mais j'en ai la deuxième de la première série, j'en ai encore 4 mais je vais jamais y arriver. Et là vous avez les gens à côté qui vous disent mais t'es forte, je sais que tu vas t'en sortir, t'as toujours tout réussi. Et là vous vous dites mais non, mais je suis toute seule là. Et je me suis et vous vous dites, mais ça, si ça m'arrive dans le boulot, le jour où il y a un conflit à gérer entre 2 collègues, où il y a un gros bug sur un dossier, est-ce que je vais avoir cette capacité que j'avais avant à réagir, à garder mon sang-froid? Donc, ça vous fait peur, en fait, de transposer comment vous avez vécu la maladie à comment vous allez vivre la vie dans la vie active. Moi, je m'aperçois en ce moment que j'ai une moindre résistance au stress, mais c'est incroyable. Et donc là, c'est plutôt le côté, on n'est même plus sur du physique ou du moral, là, on est sur de l'émotionnel. J'étais déjà plutôt un caractère hypersensible, et là, mon hypersensibilité que j'arrivais à gérer est exacerbée. Et aujourd'hui, par exemple, je peux regarder mes soins, je pense que je pourrais même regarder une vidéo de ma chirurgie, mais je suis incapable de regarder, en plus on est au mois d'octobre, octobre rose,
Il y a plein de témoignages et j'ai beaucoup de mal à ne pas pleurer quand je vois un témoignage, mais même de quelqu'un pour qui ça se passe bien. Mais c'est fou, j'en suis émue rien que d'en parler parce que c'est pas de l'empathie là, c'est pas normal. L'empathie, c'est comprendre ce que les gens ressentent et arriver à le gérer avec eux, à les aider à le gérer. Et là, moi, je m'écroule dès qu'il y a un truc un peu émotionnel. Donc en synthèse, c'est que je me sens pas capable aujourd'hui de retravailler et je m'étais dit donc j'étais prête à mourir socialement plutôt que d'échouer dans une reprise. Sauf que comme pour les soins, et c'est comme ça que je pense que je m'en suis sortie moralement pour le cancer et physiquement. Je suis en train de m'en sortir. C'est que on peut toujours trouver un appui quelque part et ça, il faut le garder en tête quand on est sur ce genre de problématiques, d'accidents de la vie en général. Et donc, moi, je suis en train de mettre en œuvre ce qu'il faut pour... Du coup, vous préparez une réouverture au monde du travail. Vous ne cherchez pas activement, tout de suite, en tout cas, à reprendre une activité. C'est ce que je me disais, je vous disais tout à l'heure, je m'étais dit mars et ça repart, je vais reprendre une activité, tout va aller bien. Et là, je suis plus du tout dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus réaliste, peut-être beaucoup plus fatiguée aussi, il y a quand même 6 mois de traitement en plus. Et puis les traitements sont sournois, ça vient après. La maladie, en fait, quand on décèle la maladie, il n'y a pas de symptômes, c'est quasiment. En tout cas, vous n'avez pas mal. Moi, j'avais pas mal nulle part. Et c'est ce qui est censé vous guérir qui vous rend malade. Donc c'est sournois parce que ça arrive à retardement. Les rayons, par exemple, la chimio, c'est vous perdez au bout de 15 jours, vous n'avez plus de cheveux, donc déjà. Vous dites en effet, ça doit pas être gentil ce qu'on nous met dans ce qu'on nous injecte, mais sur la radiothérapie, c'est après que ça arrive. Et pourtant, ça fait pas mal du tout. Quand vous subissez la radiothérapie, ça dure 3 minutes, même pas. Vous mettez plus longtemps à vous habiller, déshabiller qu'à subir les rayons. Et c'est à la fin et après que vous subissez des rougeurs, de la sensibilité de la peau, des petites douleurs, et surtout de la fatigue. Ça fatigue aussi les rayons, et on s'en aperçoit pas sur le coup. Aujourd'hui, je suis bien consciente que je peux pas retravailler tout de suite, qu'il va me falloir du temps. J'ai aussi des neuropathies, des problèmes de fourmillement, d'engourdissement dans les membres inférieurs et surtout dans les membres supérieurs. J'ai eu des analyses et le neurologue m'a dit qu'il fallait être patient, que ça allait peut-être revenir, certainement, en tout cas pour les jambes. Ça va disparaître du moins, l'état normal devrait revenir, mais pas avant 6 mois, 1 an. Il m'a dit, ne vous étonnez pas, ne soyez pas impatiente. Et en fait, c'est marrant ce terme, de patient, impatient. Moi, j'ai découvert le vrai sens du mot patient. C'est avoir de la patience. C'est attendre. Donc, je vous disais tout à l'heure, il m'a fallu 6 mois pour comprendre que j'étais malade. Mais en fait, ce que ça a entraîné comme changement sur moi. On entend bien toute la problématique de vitesse en fait qui a été la vôtre entre la vie trépidante quelque part que vous meniez et là le coup de frein à main qui vous pousse à toujours plus ralentir et à développer toujours plus de patience quoi. Et justement par rapport à votre emploi votre précédent emploi, comment ça s'est passé sur la fin de contrat? Qu'est-ce qui a fait que le contrat s'est terminé? Moi c'est un petit peu particulier, c'est que je suis contractuelle de la fonction publique. Mon contrat s'est arrêté 1 mois après le premier diagnostic. Donc après, même si les diagnostics sont très rapides, j'ai eu mon premier rendez-vous à Curie, à l'Institut Curie à Paris, où je suis suivie le 15 juillet, diagnostic le 28 juin. Donc, et mon contrat s'est arrêté le 31 juillet. Je devais re-signer un contrat dans le privé, mais quand je suis allée au rendez-vous
le lendemain du rendez-vous de Curie, j'ai annoncé à la personne qui devait me recruter que j'avais un cancer et que donc je ne pouvais pas re-signer. Et du coup, je ne me projette. Moi, je n'ai pas la problématique de savoir si je reprends mon emploi et s'il faut adapter un poste ou s'il faut que j'adapte. Ou si dans la même entreprise, je prends un autre poste, parce que c'est souvent une problématique qui arrive. Mais moi, je suis plutôt, du coup, très ouverte, ce qui est à la fois plus facile, plus confortable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Par contre, pour pas être complètement négatif sur la maladie, le fait de ralentir comme ça, le fait alors, ça fait mal au début parce que vous prenez un mur, mais après, une fois que vous avez passé le mur, ça ouvre tous les champs des possibles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai plus... je me suis recentrée. J'étais un zébulon et maintenant je vais être beaucoup plus calme, plus posée. Ça m'a permis de me poser, en fait, c'est ça. Ça m'a permis de revenir à l'essentiel, de retrouver, je l'ai pas encore trouvé justement, mais de rechercher du sens à ce que je vais faire. Je sais très bien que je referai pas la même chose. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait, c'est pas ça, hein, mais c'est que j'adorais mon boulot et aujourd'hui j'ai envie encore plus d'authenticité, vraiment de retrouver du sens. Ça fait cliché, mais je pense que aujourd'hui, avec la période Covid, nombreuses sont les personnes qui doivent comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être passé par un cancer pour comprendre, pour avoir cette envie-là. Et comment vous avez connu l'ERC et comment ça s'est passé avec l'ERC pour vous ? Je pense que l'ERC, il y a beaucoup des personnes qui viennent à l'ERC et qui témoignent du fait que l'ERC, et en particulier la coordinatrice Cécile, leur a sauvé la vie. Et ça peut paraître exagéré, certainement qu'elle doit secouer la tête. Mais en fait, ça fait partie de ce qui nous aide à rebondir, en fait. Alors, le premier aspect, forcément, c'est l'aspect... mais c'est elle qui va le détailler, hein, je ne vais pas en parler. Donc, c'est vraiment... Ça nous aide à rebondir sur tous les aspects que je disais un peu en rade tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect physique, moral et émotionnel. Moi, c'est une amie qui un jour m'avait dit, quand elle a appris que j'avais un cancer, elle-même étant passée par un cancer, surtout, il y a des jours où tu vas être au fond du trou et ne reste pas au fond du trou. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un SMS et c'est ce que j'ai fait le jour où je suis arrivée au fond du trou. Et elle m'a donné l'adresse de l'ERC, le numéro de téléphone, et j'ai appelé. Le lendemain, Cécile m'a rappelé. J'étais au bord de la plage en Bretagne avec ma maman. Et elle m'a expliqué tout ce que l'ERC pouvait faire pour moi, sans me donner une liste à l'après-vert, mais vraiment en me donnant des indications qui étaient adaptées. Elle m'a écoutée, comme vous venez de le faire, et en me donnant en me tendant des petites perches qui m'ont redonné de l'espoir. C'est vraiment cliché, hein, comme je le raconte là, mais c'est la vraie vie, hein. Et je suis donc arrivée comme ça à l'ERC. Ça répondait à vos besoins? Complètement, parce que c'est très varié. Il y a vraiment... c'est proche, c'est un établissement, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un établissement, justement, elle vous expliquera. Et donc, c'est proche de chez soi. On retrouve de l'humanité parce que les médecins sont très bien. Enfin, j'ai rencontré que des médecins et du personnel soignant très, très bienveillants, mais néanmoins qui font chacun leur métier. Les infirmières vous demandent si vous supportez bien la chimiothérapie. L'oncologue vous demande quels ont été les effets secondaires. Mais lui, il remplit pas ses statistiques, hein, c'est pas des statistiques, c'est pour son suivi médical, et il vous adapte le traitement éventuellement. Mais tous ces gens-là n'ont pas le temps de s'occuper de ce qu'il y a à côté. C'est pas leur job, de toute façon, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Et donc,
Là, à l'ERC, vous trouvez tout le complément et c'est un peu vous recollez les morceaux. En fait, c'est ce que j'ai expliqué une fois, c'est que moi, ça m'a permis de reprendre. J'étais un peu éparpillée, enfin, j'existais encore, mais de manière éparpillée, suspendue. Enfin, et du coup, ça m'a permis de me réconcilier avec mon corps, de refaire des choses qui me faisaient parfois mal quand on fait un peu la gym adaptée, mais au moins je savais pourquoi. Et de prendre la douleur autrement que par les soins. C'est un super sentiment, franchement, une super sensation. Et puis, de partager avec les personnes qui vivent la même chose que vous, c'est important aussi. Alors par contre, ça c'est pas joyeux de dire ça, mais des fois on voit qu'il y a des gens qui sont pires que nous et on se dit bon, arrête de te plaindre un peu, avance. Ou des gens qui vous disent maintenant c'est bon, moi-même je l'ai fait pour d'autres personnes. Après on a mis en place ce qu'on appelait le tea time, mais de se dire notre vie maintenant, la vie après un accident de la vie, elle est différente. Nous, on n'est pas forcément différents, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a cette empreinte, en fait, qui fait qu'on ne sera pas toujours pareil. Mais c'est pas parce que notre vie va être différente qu'elle sera pas mieux. Et moi, aujourd'hui, en plus, ça m'est arrivé à 50 ans et quelques. Donc, je dis toujours, je commence ma deuxième vie, en fait, ma deuxième moitié de vie. Je suis très optimiste, vous voyez. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Du coup, je vais m'adresser à vous, Cécile. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice de l'ERC, c'est ça ? Coordinatrice, on va rectifier, c'est coordinatrice de l'espace ressources. Alors, les espaces ressources, je vais d'abord réexpliquer un petit peu ce que c'est. C'est un dispositif pilote qui a été mis en place par l'Agence régionale des Hauts-de-France et le Conseil régional. Donc, c'est une initiative qu'il faut vraiment souligner pour l'égalité des soins pour tous, donc sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Donc, c'est vraiment un projet pilote qui n'existe pas ailleurs en France. Donc, c'est pour ça que c'est un projet pilote. Et il nous a permis, en fait, de proposer aux patients qui sont atteints de cancer des soins de support oncologique. Alors, les soins de support oncologique, c'est quoi ? Ce sont des activités qui permettent aux personnes qui ont un cancer de mieux supporter les traitements, d'avoir une meilleure qualité de vie et tout ça entraîne un risque de rechute moins important. Voilà, donc ça c'est les bases. Et donc l'espace ressources, nous on est à l'initiative, le docteur Carola qui est chef de pôle d'oncologie de l'hôpital du GHPSO qui est le groupe hospitalier public Sud-Oise, a déposé un appel à projet pour répondre à cette demande de l'ARS, en collaboration avec l'AXO, qui est porteuse du projet dont Madame Attiris a parlé tout à l'heure. Et voilà, donc on a monté cette structure, notre projet a été retenu et on offre donc des soins de support oncologique qui vont de l'activité physique, du soin de support psychologique, on fait de l'art-thérapie, de l'hypnose, de la sophrologie, des ateliers d'écriture, des massages, des soins socio-esthétiques, tout ce qui peut aider les personnes à retrouver une estime de soi, à mieux supporter les traitements. Et aussi, on fait des groupes de parole où les personnes peuvent échanger entre elles sur les effets secondaires, les trucs et astuces qui permettent d'améliorer le quotidien. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre objectif. Et je suis contente d'entendre Céline qui visiblement en profite, on a des bénéfices. C'est super, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre collaboration avec l'ARACT ? Comment ça se passe ? Quels sont les axes de collaboration ? Alors, une des missions donc des espaces ressources est d'accompagner donc les personnes sur plusieurs domaines. Donc, c'est aussi sur le plan social. Et dans ce cadre du volet social, il y a l'accompagnement au retour à l'emploi. Donc, nous, on était un petit peu démunis par rapport à ça quand l'ARACT nous a contactés pour lancer un projet justement sur l'accompagnement des personnes qui, après un arrêt de longue maladie,
qui voulaient retourner à l'emploi, et notamment dans le cadre de maladies chroniques, dans lequel maintenant on peut inclure les cancers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un cancer, qui ont quand même des traitements, mais qui peuvent retourner à l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important à signaler, c'est qu'on peut travailler quand on a des traitements et quand on a aussi un cancer. Donc ça s'adresse pas à tout le monde, mais il y a une catégorie de... Et puis, nous, on était vraiment dans cette problématique où on avait des personnes qui étaient en arrêt de longue maladie et qui se posaient la question, un peu différemment de celle de Céline, je dois retourner dans l'emploi, mais je sais pas comment faire. Donc, moi, j'ai répondu à l'appel à projet de l'ARACT et on a eu des groupes de travail donc, sur cette thématique. Donc, on a fait des groupes de parole avec les patients pour voir comment on pouvait les aider sur cette problématique. Et il y a trois sujets qui ont émergé. C'était, en premier lieu, c'est les personnes qui rentrent dans le parcours patient, ils sont un peu démunis administrativement, c'est-à-dire qu'ils savent pas quels sont, enfin, ils se focalisent sur les traitements, sur comment je vais survivre, comment je vais me soigner, et tout le volet social qui est, comment je vais vivre parce que je vais peut-être perdre du salaire, des choses comme ça. Tout ça, ils le mettent de côté. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait travailler sur un livret d'accompagnement dans un premier temps. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que les personnes, elles avaient besoin de se reconstruire, d'un temps de reconstruction pour pouvoir retourner dans un emploi, mais dans un objectif, vraiment, la reconstruction dans un objectif vers le retour à l'emploi. Pas faire un bilan de compétences ou voilà, un accompagnement juste psychologique, mais c'est vraiment se reconstruire et comment gérer les effets secondaires quand on est dans l'emploi, comment on gère le regard de ses collègues, enfin... Parce qu'il y a plein de choses ce qu'elle n'a pas dit Céline, mais on peut être très bien un jour et puis le lendemain avoir un gros coup de fatigue. Et comment on explique ça à ses collègues? Comment on le gère soi-même et comment ses collègues peuvent le percevoir? Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut que... et ça, personne ne le fait. Donc faire des CV, enfin plein de choses administratives. Il y a Cap Emploi, il y a la CARSAT, tout ça, ils savent faire. Mais on s'est vraiment aperçu qu'il y avait ce vide où les gens avaient vraiment besoin d'être accompagnés éventuellement par un coach qui les aide à se reconstruire vers un retour à l'emploi. Et il y a un troisième volet qui est la partie comment l'entreprise accompagne le patient dans cette démarche du retour à l'emploi, comment il accueille la personne qui a eu ce temps de parenthèse. Voilà. Donc, nous, on s'est concentré plus sur les deux premiers volets, puisque c'est notre rôle. La troisième partie, là, on fait confiance à l'ARACT, qui, elle, va travailler auprès des entreprises et qui va faire toute cette démarche d'accompagnement des entreprises vers le patient. Bon, on sent bien, en tout cas, qu'effectivement, ça répond finalement à ce que Céline disait sur la peur de cette mort sociale. Là, on sent la prise en charge vraiment tentaculaire de beaucoup d'aspects qui gênent justement le retour à la vie sociale, le maintien de la vie sociale. Donc c'est intéressant de voir comment ces différents projets, ces différents accompagnements s'intègrent et viennent soutenir les patients. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Je ne pense pas, mais j'interviendrai si besoin. Oui, super. Donc merci beaucoup pour ces témoignages aussi. À vous, Kaina, je voulais m'adresser à vous pour parler un peu justement donc, de l'AXO, comment l'AXO se positionne par rapport à ce projet. Alors, il faut savoir que l'AXO, on est d'abord un établissement de soins. Alors, à domicile, mais un établissement de soins. Donc, nous intervenions dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, où nous réalisons, où nous accompagnons les établissements qui réalisent les chimiothérapies, soit dans la poursuite du projet thérapeutique à domicile, c'est-à-dire des chimiothérapies à domicile, ou la surveillance de post-chimio. C'est-à-dire que il peut arriver, entre deux chimios, d'avoir le besoin d'être accompagné, parce qu'en effet, des effets secondaires sont assez importants, parce que tout un chacun peut réagir différemment, et donc nous, on intervient auprès de ces personnes à domicile. Alors, on était, nous, complètement intéressés par le projet qui était porté par le docteur Carola et Cécile Thomas quand ils nous ont présenté le projet de l'ERC, parce que ça portait une autre vision
de l'accompagnement que nous pouvions faire. Et on voyait bien, en effet, que comme tous les établissements, et Céline le disait très bien, nous sommes d'abord un établissement de soins. Donc notre travail, c'est de vaincre le cancer. Et donc d'accompagner les personnes qui vivent ce moment-là, d'essayer de leur donner les ressources thérapeutiques, d'accompagnement relationnel, mais il manquait en effet une étape qui est celle de la reconstruction. Et comment, moi, en tant qu'individu, j'arrive à traverser cette étape-là, et quelles sont les ressources que je peux récupérer. Et c'est là que l'espace ressources cancer, pour nous, répondait à cette question-là, c'est comment on accompagne par des soins de support oncologique. Alors, en effet, ça passe par plein d'étapes, mais je crois que la force de l'ERC, c'est, outre le dynamisme, en effet, de sa coordinatrice, c'est la question de la pérédance. Et elle le disait très bien, Céline, c'est qu'on retrouve des ressources auprès d'autres personnes qui ont vécu ou qui vont vivre cette étape-là. Et il y a plusieurs manières de les traverser, puisqu'on est des individus et forcément on n'est pas des boîtes de conserve, donc on est chargé d'émotions, de ressources internes mais aussi externes. Et je crois que le RC, c'est aussi de rechercher auprès de l'autre ces ressources externes. Donc pour nous, c'était une évidence. Et après quelques mois, même années maintenant, d'existence de l'ERC, on voit bien que ça répond à un besoin. Alors ça, c'est sur le premier volet qui nous concerne nous. Ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est ce que disait aussi Céline, c'est le cancer d'abord. Derrière le mot cancer, il y a quand même tout un tas d'idées mortifères. Donc la question du cancer, c'est comment moi à un moment donné je vis ça et comment je me projette à travers ça. Au-delà de la question mortifère. Et donc là, c'est l'accompagnement thérapeutique qu'on peut proposer. Ce qui est intéressant, et dans tous les témoignages que l'on a aujourd'hui, c'est la notion de la vie reprend ses droits finalement. Le corps nous arrête. Il y a une sorte de coup d'arrêt. C'est le cancer qui prend la main et il y a une sorte de perte de contrôle. Et donc la question est déjà de reprendre le contrôle, et moi je le vois à travers le discours de Céline, c'est comment moi, en tant qu'individu, je reprends le contrôle et je ne laisse pas la maladie prendre le pas sur ce que je suis. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est une étape qui est quand même relativement longue. Et je disais à Céline, mais je me retrouve beaucoup dans sa personnalité, parce que je suis un peu comme ça, à 3000 à l'heure. Et la question de remettre la boussole dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, redéfinir quelles sont les priorités de la vie, et travailler, ça peut faire partie d'une priorité aussi dans la vie. Mais on peut ne pas le mettre au même endroit qu'avant. Donc il y a un avant-cancer, il y a un après-cancer, ça ne veut pas dire que la personne a changé, mais ça veut dire qu'elle se reconstruit autrement. Et donc cette question de reprendre la main est extrêmement importante. Et le deuxième élément sur lequel je voulais aussi réappuyer par rapport à ce que disait Céline, c'est la question du corps. Le corps nous a trahis. À un moment donné, il y a la notion du cancer qui s'installe. Donc c'est qu'à un moment donné, c'est le corps d'abord, c'est nos organes qui, par dégénérescence, créent ce cancer. Et donc cette réappropriation du corps est aussi extrêmement importante. Et pas dans son côté, encore une fois, dégénérescence ou quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est dans la question de se réapproprier le corps. Et je crois que dans les actions qui sont portées par l'ERC, c'est aussi ça. Quand on fait des exercices adaptés, c'est pour se réapproprier un corps. Quand on est aussi en train de retravailler l'art-thérapie, c'est aussi se réapproprier le corps. C'est la question vraiment du corps dans cette notion de vie et pas dans cette notion mortifère. Oui, puis finalement, le corps, c'est toujours l'interface avec lequel on a été avant, avec lequel on reprend le cours de sa vie, finalement qu'on n'a jamais perdu, mais qui s'est transformé, le rapport qu'on avait à lui et le rapport qu'on avait à la vie. Et ça reste toujours l'endroit qu'on habite, et c'est la nouvelle manière avec laquelle on l'habite, finalement. Par rapport au travail que vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples de solutions qui ont pu être apportées à des personnes, justement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai repris la direction de l'AXO il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, le projet était porté par Cécile, sur ce volet. Donc, elle m'a tout de suite
parler de ce projet, du travail partenarial qui était en train d'être porté. Et sur cette réflexion, moi, et de l'autre côté, moi, en tant qu'employeur, je vivais une situation d'accompagnement d'une personne qui, elle, était arrivée au bout de sa situation thérapeutique et revenait à l'emploi. Donc il y a 1 an et demi, et donc comme je vous le disais, nous, le travail notamment sur l'hospitalisation à domicile, c'est d'accompagner des personnes sur des projets de fin de vie, des personnes dans le cadre de cancer ou d'autres pathologies chroniques. Enfin, on a de tout, y compris des naissances. On n'est pas que sur un volet traitement pur et dur. Et cette collaboratrice, je l'ai rencontrée le jour de sa reprise. Donc, ça tombe. On était sur une concomitance entre mon arrivée et son retour. Donc, la prise de connaissance s'est faite comme je le fais avec chacun des collaborateurs avec qui je peux travailler. Donc, c'était d'abord une prise de contact et de comprendre un peu son parcours au sein de cette structure. Donc, c'est vraiment de la prise de connaissance. Et donc, très rapidement, elle m'a parlé de son parcours et donc de son état d'esprit dans lequel elle était. Et donc, c'était quelqu'un qui ne pouvait plus envisager d'accompagner des personnes qui étaient atteintes de cancer ou des personnes qui pouvaient aussi être sur un projet de fin de vie, mais qui n'étaient pas forcément en rapport avec le cancer, mais néanmoins pour lequel il fallait dégager une énergie pour les accompagner en fin de vie. Et c'est ce que disait un peu Céline, c'est-à-dire qu'elle était dans une émotion telle que son projet de vie à elle essayait de le maîtriser, elle était en cours, hein, c'est pas parce qu'on reprend le travail qu'on a fait tout son parcours, elle était encore dans le cas de construction personnelle, de rechercher quelles étaient les ressources qu'elle était encore en capacité de mettre autour de l'emploi, et donc on a travaillé avec elle son retour à l'emploi. Donc on n'a pas pu travailler avant, on l'a fait au moment où elle est arrivée. Donc c'était aussi peut-être soit la particularité d'une absence de direction à un moment donné, ou la concomitance avec l'arrivée d'un nouveau directeur. En tout cas, l'idée, c'était de construire avec elle quel était le projet. Et nous avons pu monter un projet avec elle pour essayer de faire en sorte qu'elle ne prenne en charge qu'un type de public et voir avec les autres cadres de santé pour qu'elle puisse accompagner les autres types de publics. Et ça a été possible parce qu'une équipe partageait ce projet. Et donc, on a réfléchi ensemble à la manière dont on pouvait. Ça a été une évidence pour l'ensemble de ses collègues et de la structure, comment on pouvait l'accompagner. Déjà, ça veut dire que l'équipe, elle était prête. S'il y a une évidence, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt. Oui, parce que d'autant plus que cette salariée-là, c'est une salariée qui avait énormément d'ancienneté, donc qui était installée au sein de l'association, qui était reconnue pour son travail. Il était nécessaire de l'accompagner. Ça ne pouvait pas se faire de la même manière, mais il y avait quand même la volonté d'accompagner, tant qu'elle le souhaitait, ce projet-là. Néanmoins, par rapport à son projet, elle l'a très vite fait savoir. Elle nous a demandé à arrêter de travailler, c'est-à-dire que elle estimait qu'elle n'était plus en capacité d'apporter les ressources nécessaires pour les patients, parce qu'il y a son volet à elle. Donc moi, en tant que salariée, j'apporte des compétences en entreprise, mais l'entreprise en tant que telle, elle est là pour accompagner des personnes qui sont déjà elles-mêmes en fragilité. Donc elle estimait qu'elle n'était plus en capacité d'apporter, ou que la structure en elle-même, de par sa mission, la fragilisait. Du coup, on a retravaillé avec elle un projet qui n'est plus du coup un projet de retour à l'emploi, mais toujours un projet professionnel dans lequel elle se retrouvait, mais dans un projet qui ne serait pas au sein de l'association. Et donc, on a retravaillé avec elle. Elle avait un projet d'entreprise. On a essayé de l'accompagner au maximum pour lui donner les capacités. Ça s'est passé par en effet des besoins de rupture de travail pour qu'elle puisse bénéficier de l'accompagnement que peut se faire par le Pôle emploi, enfin en tout cas notamment sur de la création d'entreprise. Mais on a essayé de monter ce projet-là avec elle. Et en parallèle de cela, pendant qu'on travaillait ce projet-là, on a eu un autre cas. Alors, les étoiles étaient alignées à ce moment-là, donc on a eu une autre salariée qui très vite, donc qui avait aussi un cancer du sein, et qui nous a annoncé à tous comme ça, dans le cadre du bonjour du matin,
j'ai un cancer. Comme ça. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas préparé à entendre bonjour, j'ai un cancer, parce que c'était vraiment comme ça. Il y a d'abord le petit temps de réaction, et pas dans le sens du rejet de l'information, mais dans le sens où j'assimile l'information et je dois avoir un comportement adapté face à cette personne-là. Ça, c'était extrêmement important. Alors ça se joue sur 10 secondes, mais c'est 10 secondes de silence qui sont longues quand même. Et oui, très bien. Et elle le vivait très bien. Enfin, c'est-à-dire que c'était extrêmement important pour elle de l'exprimer. Elle l'a dit ouvertement à l'ensemble de l'association, donc toutes les personnes étaient informées. Et c'était une annonce pas mortifère du tout. Au contraire. Donc je pense que c'était aussi la personnalité de cette personne-là, qui était sur OK, j'en ai j'ai un cancer, j'y vais. Et c'est comme ça qu'elle l'a vécu, et c'est comme ça qu'elle nous a transmis aussi, finalement, l'accompagnement qu'on peut avoir avec elle, et du coup, ça s'est fait complètement différemment avec elle. Puisqu'elle a gardé le lien, elle s'est très vite arrêtée pour avoir de la chimiothérapie. Mais le lien a été maintenu tout au long de son absence. Donc on savait où elle en était, elle nous appelait régulièrement. C'est ce qui est très compliqué pour un employeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas spontanément appeler un salarié, on n'a pas le droit de le faire pendant qu'il est en arrêt maladie, lui demander comment il va. Mais néanmoins, moi je pense que l'une des étapes qui est extrêmement importante par rapport à cette salariée, c'est qu'elle ait maintenu le lien, d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut se faire par plein de manières, ça peut se faire avec le manager, ça peut se faire avec ses collègues, ça peut se faire... Mais ce qui est important, je pense qu'une des clés qui a permis aussi à l'entreprise de continuer à travailler un projet avec elle, même si elle n'était pas physiquement dans l'entreprise, c'est le fait qu'elle ait conservé un lien. Et ensuite, du coup, on a pu dérouler tous les éléments qu'on peut avoir, nous, en entreprise, savoir le médecin du travail, travailler avec la médecine du travail sur réfléchir comment on peut la réintégrer, travailler sur le mi-temps thérapeutique, comment il peut s'organiser, au regard, en effet, de la fatigue, de ses possibilités, etc. Donc, on a essayé de travailler avec elle une première solution, et donc, elle est revenue en emploi sur le poste qu'elle occupait, avec un aménagement, dans lequel elle travaillait à mi-temps, et sur l'autre mi-temps, elle était sur son projet thérapeutique. Et on arrive au bout de son mi-temps thérapeutique, où elle va reprendre à temps plein, et elle a envie, quoi. Et d'ailleurs, je la croisais, elle me dit « il était temps que je reprenne à temps plein », parce que c'est aussi contraignant pour le salarié. Être à mi-temps thérapeutique, c'est être en pointillé, c'est compliqué de s'investir dans un projet plus global, il nous manque toujours 3 informations, la formation qui était là la veille, elle travaillait 1 jour sur 2. Voilà, une semaine 3 jours, une semaine 2 jours, c'est le projet. Elle trouvait que c'était plus adapté par rapport à son rythme de vie et sa fatigue, plutôt que de venir tous les matins ou tous les après-midi. Mais elle a envie. Et du coup, c'est vrai que c'est un des éléments, en tout cas, qui moi, me nourrit en tant qu'employeur ou en tant que manager, c'est de se dire que la première élément, c'est de se dire il faut du lien. D'une manière ou d'une autre, de part et d'autre, c'est un projet qui se construit en équipe. C'est pas qu'un projet entreprise. Alors c'est sûr qu'on peut avoir une volonté d'entreprise de faciliter le retour à l'emploi des personnes atteintes de cancer ou de maladies ou d'autres maladies, mais c'est aussi un projet d'équipe, tout en respectant le choix de la personne. Et là, c'est là la délicatesse, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de modèle. Ça se construit au fur et à mesure, en fonction de la personne, de la manière dont elle a envie de vivre les choses. Mais c'est surtout de se dire, il y a une situation, ne pas faire semblant de ne pas la voir, et surtout d'être dans l'anticipation. En tout cas, ça, c'est comme ça qu'on a essayé de nourrir. Et moi, je le dis, à chaque situation, j'apprends. On apprend de nouvelles manières de faire. On remplit nos besaces de boîtes à outils, de fonctionnement, d'idées. Et c'est quelque chose les 2 situations ne se sont pas passées de la même manière. Une, d'une certaine façon, on l'a subie. C'est-à-dire qu'elle s'est construite pas après pas. Et l'autre, on a essayé de la construire avec la personne qui était concernée, et toutes les 2 nous ont nourris en tant qu'entreprise et en tant que projet associatif.
Merci beaucoup pour ce partage. Après, ce que je note qui est intéressant, c'est que deux personnes ne vivent de toute façon pas la même expérience et que, évidemment, dans le premier cas de figure, ça a aussi bénéficié forcément dans la mesure où après le cas s'est renouvelé d'une manière différente, mais vous étiez déjà finalement plus près. Et en même temps, l'une ou l'autre des solutions n'était pas forcément adaptée de manière automatique à tout le monde. Et je trouve que c'est important et intéressant d'appuyer le fait que chaque parcours se construit différemment. J'imagine que pour vous, Céline, ça aurait été beaucoup plus difficile peut-être de garder le lien avec l'entreprise, comme l'a fait la deuxième personne dont parlait Kaina. C'est vraiment chaque cas, chaque personne son accompagnement propre. Exactement. En fait, moi, j'ai quand même gardé le lien avec certains de mes collègues qui m'ont soutenue. On avait un WhatsApp où j'avais des petits messages. Vous savez, j'ai des chimios toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, je pense qu'ils devaient se relayer pour m'envoyer les messages. C'était vraiment sympa. Ça, mais c'était plus du soutien moral que lié au travail. Et je me reconnais à la fois dans les deux personnes et les deux exemples qu'a cité Kaina, parce que il y a cette fragilité émotionnelle et le stress qu'implique le travail. Et moi, jusqu'à l'heure, j'aimais travailler en situation de stress, parce que pour moi, c'était motivant, c'était moteur, c'était un stress moteur, c'était un stress positif. Aujourd'hui, j'en suis bien consciente, et dans les groupes de travail auxquels j'ai participé à l'ERC, il y avait justement un compère de l'ERC qui évoquait cette relation entre stress et cancer. Et pour moi, maintenant, le stress, c'est synonyme, allié à la fragilité émotionnelle, c'est synonyme de rechute. Pour moi, le stress, je vois ça je le ressens maintenant comme un ennemi. Il faut que je fasse attention à bien savoir le gérer. Donc je comprends très bien le témoignage de la première personne. En même temps, je comprends bien aussi, je vois bien l'intérêt de conserver du lien pour la deuxième personne, mais on était vraiment 2 phases différentes. Elle était tout début de son cancer. Moi, au début, c'est pareil, j'étais tout feu tout flamme. Un cancer, je suis pas la première et pas la dernière, malheureusement. Une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. On en profite pour placer des petits trucs Octobre Rose. Donc, mesdames, n'hésitez pas à vous faire dépister. Et messieurs, encouragez ces dames. Et vous aussi, faites attention, ça peut arriver à des hommes. Donc, au début, on se dit, il n'y a pas de raison, moi je suis en bonne santé, je suis forte, je suis soutenue, je suis entourée, je vais y arriver, les médecins savent ce qu'ils font. Et puis finalement, vous voyez que petit, ça vous grappille de l'énergie. Donc, mais je me reconnais quand même dans ce témoignage aussi du fait qu'on n'a pas envie de se laisser abattre, et peut-être que le fait de continuer à travailler ou de se dire je vais retravailler rapidement, c'est une façon de survivre. Mais moi, je suis admirative des femmes ou des hommes que je vois en chimio et qui sont avec leur ordi ou qui passent encore des coups de fil de boulot et tout. Moi, j'en suis incapable aujourd'hui. Et c'est là où je pense que je rejoins Kaina sur ce deuxième témoignage où elle a parlé de projet. Et en fait, c'est exactement ça. Quand on fait de la gestion de projet, on sait très bien que la phase la plus importante d'un projet, c'est pas la phase de réalisation, c'est la phase de préparation. Parce que si la préparation est bien faite, la réalisation, bien entendu, il y aura des petits aléas, mais vous saurez les gérer. Parce que vous aurez bien préparé, et en plus, vous avez ce qu'on appelle la carte de gestion des risques, des intervenants, etc. Tout est calculé et tout est prévu. L'imprévisible sera gérable, en fait. Vous saurez comment le gérer, même si vous ne savez pas comment il va arriver. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu... si on a bien préparé, ça va se passer. Plus ou moins facilement, mais ça se passera, ça ira. Je pense que là, certes, on était dans un secteur d'activité qui se veut bienveillant, déjà. Donc, mais je pense que c'est pas dû à ça. Et je rejoins Kaina dans l'histoire dans
l'aspect de nos caractères qui se ressemblent, je pense que, sans flatterie aucune, on ne se connaissait pas du tout, je pense que c'est vraiment une responsabilité managériale et d'accompagner la personne, que ce soit un cancer ou une maladie chronique. Moi, je pense j'avais une collègue atteinte de sclérose en plaques et j'en tenais compte. Elle ne voulait pas que ça se sache, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, je peux y revenir après, c'est la relation avec les autres. On veut pas de pitié non plus. On veut pas être regardé différemment. Cependant, en effet, le jour où c'est off, on est off, et on n'y peut rien. Et ça peut être du jour au lendemain, comme tu le disais, Cécile. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais un jour, on peut être plein d'énergie et le lendemain, et des fois, c'est même le matin, après-midi. Donc, c'est une responsabilité managériale, d'où l'intérêt vraiment de ce projet de l'ARACT. Je suis vraiment... moi, j'ai toujours insisté sur l'aspect évolution de la société en général et donc de l'entreprise en particulier. Mais malheureusement, c'est du cas par cas. Mais en même temps, le management, c'est du cas par cas. Quand vous gérez des hommes et des femmes, c'est toujours un homme et une femme que vous avez en face de vous, ou un groupe d'hommes et de femmes. Et il faut... c'est ça, être un manager, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des gens dans la confiance. Et là, il y a cet aspect-là de retrouver de la confiance en soi. Vous l'avez mentionné, Kaina, c'est exactement ça. Il faut retrouver de la confiance en cette machine qu'est le corps et l'esprit qu'on a perdu avec la maladie, avec les traitements. Et que nos collègues retrouvent cette confiance en nous et nous en eux. Et donc, c'est vraiment le manager ou l'entreprise, mais ça vient toujours de la direction, qui peut arriver à mettre ça en place. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup accompagner les entreprises pour qu'il y ait pas seulement une prise de conscience, tout le monde a la prise de conscience. D'ailleurs, quand quelqu'un annonce qu'il a un cancer, tout le monde prend encore plus conscience. Et d'ailleurs, c'est le propre... c'est un effet miroir qui fait peur. Les gens ont peur pour eux, ont peur pour nous aussi certainement, mais pour celui qui est atteint, mais certainement pour eux, parce qu'on se dit, merde, finalement, ça peut arriver à tout le monde. Excusez-moi pour pour la spontanéité. Mais, Non, mais c'est très juste. Il y a vraiment cet effet miroir qui se crée. Et justement, je me tourne vers vous, Elsa, pour que vous puissiez nous expliquer comment l'AGFIP accompagne sur ces questions-là, et notamment en rebondissant sur tout le témoignage de Céline. Alors, je vais essayer d'être cohérente. On a entendu beaucoup de témoignages très intéressants qui m'ont interpellée. Simplement pour repréciser un petit peu le cadre, donc l'AGFIP, nos bénéficiaires sont les entreprises du secteur privé. Et nos bénéficiaires personnes, ce sont les personnes qui ont entamé une démarche de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Donc potentiellement Céline, effectivement, potentiellement Kaina avec son entreprise autour de la table. Donc nous, on développe des mesures, des prestations, des accompagnements, des services à destination de ces personnes, à destination de ces entreprises. Et on a vu tout à l'heure que, effectivement, on a besoin de conseiller les entreprises, les managers. Kaina est très sensibilisée, elle est très avertie. Peut-être que c'est pas le cas dans toutes les entreprises. C'est pas faute de volonté, mais c'est simplement d'avoir besoin d'être conseillé. Vous l'avez très bien décrit, Kaina. Comment est-ce que je fais? On m'annonce ça d'un coup, d'un seul. Je me prends ça dans la figure. On ne sait pas forcément comment réagir. Donc, au niveau de l'AGFIP, nous, on a une offre de conseil et d'accompagnement auprès des entreprises, et ça va passer justement sur qu'est-ce que cette notion de handicap. On a parlé tout à l'heure d'empreinte du cancer, mais ça va être le cas pour toutes les maladies chroniques évolutives et toutes les pathologies finalement. Il y a cette notion d'empreinte, ce sont les conséquences en fait de la maladie sur sa tenue du poste. On a entendu tout à l'heure que le stress est à éviter, qu'il y a une fatigabilité qui est là, et comment est-ce qu'on peut le gérer. Donc la personne doit effectivement, elle, faire ce cheminement, appréhender ces conséquences de la maladie, en quoi ça va changer effectivement ses capacités, et comment je vais organiser mon activité peut-être différemment, mais le manager et l'entreprise doivent être aussi accompagnés dans ce sens-là. Donc nous, c'est ce qu'on fait effectivement au quotidien, en conseillant des entreprises, alors sur l'emploi des travailleurs handicapés, mais conseiller sur l'emploi des travailleurs handicapés, c'est comment est-ce que je les intègre, mais bien évidemment aussi comment est-ce que je les maintiens, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Donc, mais notamment cette notion de lien, comment est-ce qu'on organise le maintien de ce lien
entre le salarié et l'entreprise. Parce que le premier réflexe, c'est ce qu'Aïna a dit, moi en tant qu'employeur, j'ai pas le droit. Mais il y a plein d'autres moyens effectivement de maintenir ce lien-là. Et il est important aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu nous participer au projet qui est porté par l'ARACT, il est important d'anticiper, de préparer pour que la personne puisse se projeter, que l'entreprise puisse aussi la projeter dans ses nouvelles fonctions ou dans ses fonctions éventuellement adaptées. Et donc, ça nous a paru très important, effectivement, de participer à ce projet qui consiste effectivement au sein des ERC à réunir tous les différents acteurs du maintien dans l'emploi pour que les informations puissent être passées auprès des patients. Vers qui est-ce que je me tourne? Dans quel sens est-ce que je le fais? Et ça va dépendre à chaque fois de la personne, effectivement. Qui est-ce qu'au sein de mon entreprise je peux contacter? Donc ce projet-là, c'est ce qu'il fait en fait, en donnant ces clés-là, effectivement, une fois que tout le cheminement est fait, parce qu'il y a bien cette notion de cheminement aussi. Moi, je vais parler de travailleurs handicapés. Ce que dit Céline très très bien, c'est que il faut un temps. Il y a un moment donné où on réalise effectivement cette fameuse empreinte. Je vais fonctionner, mais je vais fonctionner différemment. Mais pour autant, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il faut vraiment être au clair effectivement avec soi-même. Et ça prend du temps. Et puis, il faut faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là aussi auprès des entreprises, leur expliquer c'est quoi cette notion de handicap. Ce sont d'abord et avant tout des conséquences, c'est une notion de situation. Donc la personne arrive avec des compétences, il faut pouvoir les identifier et éventuellement adapter son organisation et son management, sensibiliser ses collègues de travail aussi, tout simplement pour que ce fameux lien soit maintenu, que ce dialogue soit maintenu et qu'on avance de façon positive effectivement vers le maintien dans l'emploi. En France, on a 4 millions de personnes qui vivent avec ou après un cancer. Donc, c'est pas un petit nombre. Ça veut dire qu'on en a vraisemblablement plein dans les entreprises. Toutes ne sont pas en emploi, effectivement, mais il y en a plein. Donc, il faut pouvoir les détecter, les accompagner et qu'elles puissent travailler ensemble, effectivement, mais c'est possible. Et de l'AGFIP, nous, on souhaite effectivement participer à ce mouvement-là. Oui, je voulais intervenir par rapport à la situation de reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que c'est quelque chose qui a émergé aussi au moment des groupes de travail, enfin des groupes de parole qu'on a eus. Et cette reconnaissance de travailleurs handicapés a été quelque chose qui a choqué pas mal de personnes. Et justement, j'aimerais bien que vous développiez ce que sont les côtés positifs et ce que ça apporte, aussi bien du côté de l'entreprise que du côté des patients. Cette reconnaissance, parce que ce mot fait peur. Et il n'est pas très heureusement choisi en même temps. Je suis d'accord avec vous, on me le dit régulièrement effectivement, mais moi je suis pas handicapée. Alors quand moi je parle dans l'esprit de l'AGFIP, dans mon métier de travailleur handicapé, on est bien d'accord qu'on parle d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé demandée auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour une certaine durée, au regard d'un poste ou d'une activité professionnelle. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais avoir cette reconnaissance-là parce que ma problématique de santé a éventuellement des incidences sur la tenue de mon poste. Et notamment, si j'écoute Céline, je me dis, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'organisation du travail ou de la typologie du poste, moins de stress. Donc il va falloir d'une manière ou d'une autre pouvoir intégrer cet élément-là en fait dans le futur poste. Et demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est prendre en compte ses besoins justement au travers de ce titre pour pouvoir avoir des accompagnements spécifiques. On a parlé un peu plus tôt brièvement de Cap Emploi, mais Cap Emploi, donc, c'est notre partenaire sur le terrain qui va accompagner les personnes, soit en recherche d'un nouvel emploi, et qui ont évidemment une problématique de santé, soit qui va les accompagner dans le retour à l'emploi, et c'est ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi. Ça va permettre effectivement donc ces accompagnements spécifiques-là. Ça peut permettre des fonds supplémentaires pour le financement d'une formation si jamais on a élaboré un nouveau projet professionnel. Kaina, tout à l'heure, a parlé d'une création d'entreprise. On a des aides à la création d'entreprise également. Ça va permettre, si on a besoin d'une organisation particulière qui a un coût au sein de l'entreprise, de solliciter notre fonds pour avoir des cofinancements. Même chose pour un aménagement de poste. Donc moi, je dirais il y a une chose qui est importante. C'est une démarche individuelle et confidentielle. Donc le patient peut la faire à partir du moment où on a une relative visibilité et stabilité effectivement de sa problématique de santé, mais on sait qu'on va avoir une incidence sur la tenue du poste. C'est une clé que l'on a. On n'est pas obligé de la communiquer à son employeur. Mais à un moment donné,
Si on veut effectivement revenir et qu'on se dit, il va falloir qu'on mette en place peut-être quelques petites choses particulières, ça peut avoir éventuellement un coût pour l'employeur. Je fais valoir effectivement cette reconnaissance-là 1 mois pour être accompagné de façon adaptée et 2 pour que mon employeur ait effectivement un concours supplémentaire, financièrement parlant notamment, mais pas que. Nous, notre offre de service, lorsqu'on va voir les employeurs avec mes collègues sur la délégation régionale, on fait du conseil et de l'accompagnement auprès des entreprises. Et on le fait effectivement sur comment est-ce que j'accueille un travailleur handicapé, comment est-ce que j'organise ma structure pour pouvoir l'accueillir au mieux. Et cette offre-là, nous, elle est à destination des entreprises qui sont soumises à cette obligation d'emploi-là. Donc nous, on a besoin de ce titre-là, mais il faut vraiment le prendre comme une clé, en fait. Après, je déplore comme vous l'intitulé, il ne sera jamais facile, effectivement, mais il faut vraiment retenir aussi cette notion de situation. Ça n'est pas quelque chose qui est durable. En règle générale, aujourd'hui, elle est attribuée pour 5 ans. On peut faire une demande de renouvellement, mais on peut se dire aussi, dans 5 ans, tous les aménagements auront été faits, mon poste est optimal. Moi, les conséquences, effectivement, de ma maladie, je les gère, elles sont intégrées dans mon poste. On sera peut-être plus reconnu travailleur handicapé parce que, justement, on n'aura plus de réelle incidence compte tenu de l'organisation prise sur la tenue de l'activité professionnelle. Oui, je voulais rebondir sur le fait de prendre le temps, en fait. Parce que je ne reviens pas sur le fait que quand on vous dit il faut que vous fassiez une reconnaissance de travailleur handicapé, c'est un peu choquant. Mais une fois que vous avez compris quel est l'intérêt, et moi c'est ce qui m'a fait évoluer sur cette réticence, c'est que aujourd'hui, comme je suis en fin de contrat, une fois que je ne serai plus en arrêt maladie, que je serai considérée par les médecins comme plus en arrêt maladie, je vais aller taper à la porte de Pôle emploi, à moins que je retrouve tout de suite du boulot, mais je n'y crois pas, pour les différentes raisons que j'ai exposées avant. Donc, du coup, je vais me retrouver d'un seul coup de passer du bassin d'apprentissage à la piscine au grand bassin sans savoir forcément nager. Alors que si je passe par cette reconnaissance de travailleur handicapé, je vais pouvoir être accompagnée, surtout que le RC, comme on le disait tout à l'heure, a mis en place un projet aussi avec la GFIC, l'ARACT et Cap Emploi, qui est l'équivalent de Pôle emploi pour les travailleurs handicapés. En situation de handicap, c'est encore mieux, qui fait que je peux, tout en étant en arrêt maladie, commencer à penser sérieusement à ma reconversion, dans mon cas, ou à une adaptation de poste pour quelqu'un qui serait sur un poste, sans pour autant me mettre cette pression qui sera négative, parce que moi, la première fois que Cécile m'a dit « Tu veux pas participer au groupe de travail et cancer ?» Je vous assure, j'en ai fait des cauchemars la nuit. J'en ai eu je m'en suis rendue malade, en fait. Et Cécile en était désolée. Mais en même temps, j'ai envie. Kaina, vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir envie. Là, cette reconnaissance va me permettre de sereinement me trouver ce projet de reconversion et arriver à me projeter, à mettre en place, à préparer, etc. Et on peut dire, oui, mais alors, du cas par cas comme ça, c'est bien gentil, mais ça va coûter une fortune à la société. Et en fait, c'est là que je me dis qu'il y a beaucoup de communication à faire à la société, je parle de l'entreprise, mais aussi la société en général. Parce que, en toute modestie, ce serait quand même dommage que la société ou une entreprise se passe de mes compétences. Je pense qu'à 52 ans, je peux encore travailler une quinzaine d'années aujourd'hui, peut-être même plus. Se passe de mes compétences et se passe de cette ressource que je suis pour la société. C'est juste prendre peut-être 1 an là où il va falloir m'aider à me repositionner, reprendre confiance en moi, enfin, etc., etc. Et peut-être faire des ajustements dans l'entreprise, dans une éventuelle entreprise. Mais ce coût de là, il sera forcément absorbé largement derrière, et on revient à la responsabilité managériale et à ce que les entreprises considèrent que les ressources humaines, dans le mot ressources humaines, il y a humain et il y a ressources. Et les ressources humaines, c'est pas une charge pour les entreprises. Les hommes et les femmes, c'est pas une charge pour les entreprises, c'est des ressources. Et c'est ça qu'il faut arriver à remettre en place. Et pour avoir entendu plusieurs exemples des interventions de la GFIP sur certains et certaines de mes collègues, mes compères et commères de l'ERC,
Ce qui a été mis en place, et ce qui est mis en place en général pour un travailleur handicapé, ça, enfin en situation de handicap, j'aime pas le terme travailleur handicapé. En situation de handicap, ça améliore, ça a des retentissements sur plus qu'une personne en fait. Donc ça améliore la situation pour d'autres personnes aussi. C'est ce qui est toujours intéressant. Donc je pense que, enfin après, vous allez me trouver un petit peu optimiste, hein, mais pas du tout. Je pense que c'est une conviction et c'est ce qui me donne envie aussi de retravailler et d'arriver justement à ce que je retransforme ce stress négatif en moteur et pas en... C'est sûr que ça pose des grands enjeux sociétaux et au sens de la société, que ce soit une entreprise et au sens de la société le plus large du pays, quoi, de comment on interagit avec les personnes qui sont en retour à l'emploi. Permettre de conserver juste un petit peu la parole, c'est la même chose que quand on se pose la question du financement d'un ERC. Je suis désolée, j'élargis peut-être le débat, mais Kaina disait l'ERC répond à un besoin. Chez le patient. C'est pas que chez le patient, c'est aussi un besoin de la société parce que, en effet, comme on le disait tout à l'heure, hein, chaque intervenant médical, paramédical fait son job attitré, mais le lien entre tout ça ne se fait pas forcément. Et du coup, vous avez des patients et des patientes qui ne survivent pas, mais pas à cause de l'aspect médical, mais à cause de tout ce qu'il y a à côté qui n'est pas gérable pour eux. Alors que juste ce qu'on appelle le petit coup de pouce de l'ERC, et ben c'est pas un petit coup de pouce, c'est le lien, c'est tout ce qui fait que tout le reste va bien fonctionner. Et c'est pour ça que je trouve que le mot soin de support est vraiment bien trouvé. Et ça c'est un besoin de la société, c'est pas un besoin du patient parce que ça augmente les chances de réussite des soins. Et pour moi, finalement, ça va aussi baisser les coûts médicaux. Kaina, vous vouliez rebondir ? Je voulais juste rebondir sur deux éléments. La notion de la temporalité. Je crois que c'est vraiment une étape extrêmement importante. La notion du temps n'est pas la même d'une personne à une autre. Alors c'est vrai pour la personne qui est atteinte de cancer et c'est vrai aussi pour l'entreprise. Je crois que se questionner sur le retour à l'emploi au moment où on est confronté à la situation du retour à l'emploi, alors c'est faisable, après c'est vrai que ça demandera beaucoup d'énergie, mais je crois que la question de communiquer ce que fait la GFIP au quotidien pour communiquer autour de l'accompagnement qu'elle peut proposer aux entreprises est extrêmement important. Parfois, justement, l'employeur ou le manager va se sentir seul face à une situation, alors même qu'il existe en effet plein de ressources, mais il ne les connaît pas. Donc il va déployer tout ce qu'il est en capacité de faire avec ses propres ressources, avec ce qu'il connaît. Mais la GFIP a tout à fait ce rôle et la RACT aussi, puisque au quotidien on a aussi beaucoup d'informations qui nous reviennent de la RACT. Mais j'insiste sur le fait de la communication aux entreprises. On a des entreprises très très grosses, on a des petits employeurs et c'est pas la taille de l'entreprise qui fait la qualité de l'accompagnement. C'est l'énergie que l'on a envie de mettre ensemble au service d'un projet. En l'occurrence, la question du retour à l'emploi. Et le deuxième élément, c'est que chaque personne puisse identifier les compétences qu'elle a et celles qu'elle peut mettre en pratique ou à disposition de l'employeur. En effet, ce sont des ressources qui seront peut-être différentes, mais qui apporteront quelque chose à l'entreprise. Lors de la journée de préparation, Céline a parlé d'intelligence collective et je voudrais lui reprendre et revaloriser ce qu'elle disait. Je crois qu'une équipe se nourrit des moments de vie de chacun. On en a tous. Alors, on a beau dire, on va laisser nos problématiques personnelles à la porte de l'entreprise. Alors c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est un concept qui n'existe pas en réalité. On est nourri et je crois que c'est ce qui fait aussi de nous des êtres humains au service d'un projet d'entreprise, mais quand même des êtres humains. Et la force d'une équipe, c'est aussi de se nourrir les uns les autres et d'être en capacité
de prendre la main s'il faut, de soutenir s'il faut, de se mettre en retrait s'il le faut. Et c'est sur ça qu'il faut aussi se nourrir. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Catherine pour le mot de la fin. Alors, en fait, on a vu là qu'on parlait beaucoup de l'individu en particulier atteint de maladies chroniques ou de cancer, hein. Mais nous, on essaie de travailler plutôt sur une prise en compte collective du maintien et de la reprise d'activité, en travaillant non pas sur l'individu lui-même comme peut le faire la GFIP ou Cap Emploi, mais plutôt sur les impacts que peuvent avoir les traitements sur l'individu, c'est-à-dire les difficultés que vous évoquez tout à l'heure, Céline, c'est-à-dire la fatigabilité accrue, la non-résistance au stress. Voilà, on essaie vraiment de travailler sur tous ces impacts et les prendre en compte dans l'organisation du travail et aider les entreprises justement à en prendre compte et de travailler sur ces difficultés-là, sur ces impacts, mais aussi de travailler à une approche par la gestion des ressources humaines qui soit inclusive et collective. Voilà. Et à travers les petits ateliers que nous avons menés avec l'ERC de l'Oise et tous les ERC des Hauts-de-France, on a essayé de mettre en relation tout un réseau d'acteurs, en fait, la GFIP, les Cap Emploi, mais on a aussi voulu travailler avec les médecins du travail, la CARSAT, toutes ces personnes qui peuvent aider justement à ce retour à l'emploi. Voilà notre rôle en fait au sein de l'ARAC, c'est de vraiment de mettre en relation ce réseau d'acteurs et puis de sensibiliser et anticiper cette reprise, non pas en partant de l'individu, mais bien de l'organisation du travail et du collectif. Merci beaucoup. Merci à toutes d'être venues aujourd'hui, d'avoir fait parler, d'avoir donné votre voix à ce sujet important. Et merci à toutes pour vos actions, pour ce qu'elles impliquent et pour toutes les personnes qu'elles aident. Et du coup, dans le cadre d'Octobre Rose, on conseille à chacun de veiller à sa santé et de prendre soin de vous. Merci, bonne journée.